rendu exactement. Comme à tous les mois, je vous présente un peu des tableaux que je trouve, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Finalement, voici la situation. En fait, on parle des cas confirmés, les cas qui diminuent toujours, c'est ça notre tableau. On est passé de 2800 cas par jour en janvier, on voit le pic, et puis on est passé à 700 cas le 7 de mars dernier. Alors, on voit que c'est quand même en bonne diminution. Au niveau des hospitalisations, parce qu'on nous a dit à un moment donné que c'était ça l'important, les hospitalisations, au pic, nous avons eu 1800 hospitalisations en mai. C'est ça, quand le graphique à gauche, la plus haute montagne, c'est 1800 hospitalisations en mai et 1500 en janvier, qui est le pic à droite. Aujourd'hui, on est rendu à 592 le 6 de mars, soit 485 patients en soins courte durée et 107 patients aux soins intensifs. Alors, pour relativiser les choses, on pourrait mettre tous les malades de la COVID de la province de Québec dans un hôpital, genre au CHUL de Montréal, qui contient 600 lits, et tous les autres hôpitaux du Québec pourraient fonctionner librement, à 100 % de leur capacité. 5 % des lits sont présentement utilisés par des patients de la COVID. Pourtant, nous avons au moins 30 % de délestage dans les hôpitaux. Dans un autre graphique, on a le nombre de décès. Les décès semblent diminuer, c'est stabilisé. Nous avons eu 150 décès par jour au mois de mai. On voit le gros pic à gauche, là. Et 60 décès par jour en janvier, c'est le pic à droite. Et maintenant, le nombre de décès se situe en deçà de 10 par jour, soit 2 décès le 6 mars, 7 décès le 7 mars. C'est sûr qu'un décès, c'est un décès de trop, mais on voit au moins que ça diminue considérablement. Ça s'en va sur le bon côté. Après ces difficiles moments passés, ce sera bientôt le temps des bilans. Nous autres, on aime ça, là, les comptables, après un an, on fait des bilans. Après une des plus importantes gestions de crise sanitaire de l'histoire de l'humanité, analysons quelque peu la performance de notre gouvernement fédéral. Je me suis attardé aujourd'hui, c'est rare qu'il y ait 2 mois de suite que je parle de la même chose, ça fait que je me suis attardé plus au gouvernement fédéral. Au niveau du contrôle de notre frontière, ce fut assez décevant. Pour les tests dans l'aéroport, on a mis en place des tests de dépistage dans l'aéroport depuis 1 mois. Il y a une vérification serrée de la quarantaine des voyageurs. C'est excellent, mais c'est 10 mois trop tard. Nos frontières ont été une passoire depuis 1 mois, 1 an. Et je ne parle pas des gens qui sont allés au Mexique ou à la République dominicaine. Je parle de tous les voyageurs en provenance d'Asie, d'Afrique et d'Europe qui sont entrés librement au Canada sans test de dépistage et sans vérification sérieuse des quarantaines obligatoires. Plusieurs de ces voyageurs ont contaminé leurs familles, leurs amis, qui à leur tour ont contaminé des amis, des collègues de travail et des patients des CHSLD et des résidents des personnes âgées. Le manque de rigueur dans les aéroports nous a coûté cher au niveau de la santé publique et de la transmission du virus. Maintenant, si on y va au niveau de la vaccination. Bravo, un vaccin efficace a été trouvé par des compagnies pharmaceutiques américaines et la vaccination a commencé. Mais nous accusons un retard de 2 mois dans la livraison de nos vaccins. Nous avons négocié avec toutes les compagnies, mais nous avons oublié de négocier une livraison hâtive. Donc, on nous avait promis 2 millions de vaccins par trimestre, c'est-à-dire par 3 mois. Mais au lieu de recevoir 200 000 doses par semaine, on reçoit au compte-gouttes, soit quelques milliers de doses par semaine. Et nous allons recevoir toute la balance, 1,5 million probablement, dans la dernière semaine de mars. Tout concentré à la fin de notre trimestre. À cause de cet important retard dans les livraisons, il y a des personnes vulnérables qui ne sont pas encore vaccinées. Certaines sont infectées, d'autres hospitalisées, certaines décéderont. Cette situation aurait pu être évitée si nous avions eu nos vaccins à temps. Ceci retarde le retour à un déconfinement de toute la population d'au moins 2 mois. De plus, ça laisse le temps au niveau variant. On parle beaucoup des variants, là. On en a vu 2 dans le Capitale nationale, puis on les cherche. Alors, ça laisse le temps à ces variants de se propager et de contaminer plusieurs personnes vulnérables qui auraient pu être vaccinées, mais qui ne le sont pas encore. Conséquemment, personne au Québec n'a encore reçu sa 2e dose de vaccin, même si Pfizer ne garantit pas l'efficacité de son vaccin, si la 2e dose n'est pas administrée 21 jours après la première. Nous, au Canada, ce n'est pas grave. Nous donnerons la 2e dose dans 3-4 mois, si on peut, si ça fait pareil. Les autres pays sont beaucoup plus avancés que nous pour la vaccination. Ce sont des compagnies américaines qui ont trouvé le vaccin. Les Américains sont nos proches amis. Nous aurions dû être en position de force pour négocier pour les approvisionnements avec les États-Unis. Pourtant, on s'est fait dépasser par beaucoup d'autres pays plus convaincants. Nous sommes au 46e rang pour la vaccination dans le monde. C'est gênant.
est-ce qu'on peut se poser quand même la question pourquoi nous n'avons pas eu tous les vaccins qu'on nous avait promis? Troisièmement, au sujet du désastre financier du gouvernement qui a distribué de l'argent tout azimut depuis 1 an. Il y a eu le support aux entreprises fermées, le PCU particulier qui ont perdu leur emploi, des centaines de milliards de dollars. 2 fois plus d'argent par capita que les États-Unis. Nous, on est plus riches au Canada, on a mis 2 fois plus dans l'économie. Il faut absolument parler de la dette contractée par le Canada pour contrer les effets de la pandémie. On parle de 4 à 500 milliards de dollars investis par le fédéral. C'est gigantesque. Personne ne pose de questions. À toutes les semaines, on annonce des dizaines de milliards additionnels pour supporter la pandémie, pour acheter la paix sociale. Parce que si on ne les avait pas, ces milliards-là, c'est sûr qu'on n'aurait pas de paix au Canada. On dirait que l'on puise dans un puits sans fond. Le gouvernement a presque doublé la dette en 1 an. Alors justement, j'avais un tableau de la dette, la fameuse dette. On voit que la dette a commencé finalement à apparaître dans les années 87. On avait quasiment 0 de dette. Et puis depuis ce temps-là, on a fait comme 2 bonds. Puis la dernière augmentation, c'est les dernières années. On est rendu à... La dette accumulée est plus de 1100 milliards. 1100 milliards. C'est des chiffres complètement fous, là. On ne peut pas comprendre. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas trop d'impact sur son budget de fonctionnement parce que le taux d'intérêt est pratiquement nul. On sait que le taux d'intérêt aujourd'hui est à peu près de 0,5 %. Puis eux autres, ils vendent des obligations d'épargne, des obligations du Canada. Ça fait qu'il y a un taux d'intérêt minime quasiment 0,5 %. Alors la facture s'élève à peu près à juste 5 milliards d'intérêts, même si on a 1100 milliards de dettes. Ça fait juste une petite facture de 5 milliards. Mais quand le taux d'intérêt sera de 5 %, et ça viendra, la facture s'élèvera à 60 milliards par année. Pour les intérêts, ça deviendra insoutenable en relation avec la capacité de payer des contribuables canadiens. Ce seront nos jeunes familles qui en assumeront le paiement. On ne sait pas trop ce que ça représente, pas plus que le gouvernement d'ailleurs. Les journalistes économiques n'osent pas trop se prononcer, les oppositions sont paralysées par tout cet argent dilapidé dans les entreprises et les particuliers. Quand on se compare avec d'autres pays qui ont fait la même chose, on se console, mais les pays en question, comme la France et l'Italie, sont techniquement en faillite. Alors, on se compare avec des gens qui sont en faillite. Savons-nous exactement ce que représente 500 milliards de dépenses extraordinaires en 2020? À titre de comparaison, si on parle du plus grand projet à vie de la Ville de Québec, soit la construction du tramway, au coût de 4 milliards, je l'ai mis en masse, on dit 3,3, moi je pense, disons, ça coûte 4 milliards le projet du tramway, qui s'échelonnera sur 10 ans. Eh bien, le gouvernement fédéral vient de dépenser l'équivalent de 125 tramways en 1 an, sans bâtir une seule infrastructure en retour. Quoi qu'il en soit, au 31 mars 2021, le gouvernement du Canada aura le plus grand déficit de son histoire, un gouffre financier incomparable. Et ce n'est pas terminé. Il faut sauver les entreprises touristiques, les restaurants, l'industrie aéronautique. Depuis, on annonce qu'ils vont relancer l'économie avec de gros projets d'infrastructure, sans limite à l'horizon. Cette situation affectera inévitablement les finances des gouvernements provinciaux. Pendant ces 12 mois, nos dirigeants ont sauvé des vies, protégé un système de santé déficient, répondu à la pression médiatique, doré leur image et optimisé leur capital politique. Les spécialistes en communication qui conçoivent les conférences de presse de nos dirigeants jonglent avec tous ces enjeux pour s'assurer que leurs chers citoyens voteront pour leur parti aux prochaines élections. Aussi, il y a bon nombre de citoyens qui se complaisent dans ce genre de gestion totalitaire du gouvernement. Plusieurs citoyens aiment momoniser, ce que j'appelle un nouveau mot, chouchouter, paternaliser. Ils aiment suivre les directives d'un gourou du gouvernement. Ça devient une religion, un style de vie, le tout gangréné par la peur au fond des tripes. On leur dit quand sortir, où sortir, qui rencontrer, où travailler, quand se coucher. Il y a des gens qui adorent ça. Plus rien à penser. Quand on écoute la TV toutes les semaines, nos chefs spirituels vont nous dire quoi faire. On dirait qu'on ne voit pas l'urgence de sortir de ce marasme dans lequel nous vivons depuis 1 an. On s'adapte, c'est devenu un style de vie. Pourtant, les jeunes souffrent d'un manque d'activité, l'absence de sport qui motive dans leurs études les jeunes. Perte du goût de l'école, décrochage scolaire des jeunes. Ce sera la génération COVID et cela aura un impact sur toute la vie de nos jeunes. Et les grands-parents s'ennuient de leurs jeunes. Ça, c'est mon épouse qui a dit de mettre ça, qui a rajouté ça. Je pense qu'une commission d'enquête internationale indépendante sera nécessaire pour faire la lumière sur la gestion de la pandémie.
une enquête indépendante de l'OMS, des gouvernements, une analyse objective pour faire une autopsie de la gestion de nos dirigeants ont fait, de la gestion par décret, des résultats obtenus, des dommages collatéraux, la fermeture de l'économie, l'investissement massif des capitaux par les gouvernements sans limite. Il faut se préparer pour la prochaine pandémie car cette situation ne pourra plus jamais se répéter comme nous la vivons, comme nous venons de la vivre. Ça ne peut arriver qu'une seule fois dans la vie d'un peuple. Déclarer des mesures d'urgence, fermer l'économie et injecter assez d'argent dans le système pour maintenir la paix sociale. Ce sont des mesures comme si nous étions en temps de guerre. Quand le bilan de la présente aventure sera dévoilé, le désastre financier résultant de l'accumulation des emprunts des gouvernements sera tellement important qu'elle ne pourra jamais se répéter. Gérer par décret, brimer des libertés individuelles et collectives pendant un an pour camoufler un système de santé déficient n'est pas l'idéal dans un système démocratique. Il y a peu de dirigeants de chefs d'État qui se sont élevés au-dessus de ce tourbillon médiatique qui a supporté et entretenu cette campagne de peur depuis 12 mois. J'espère que les médias mettront autant d'efforts à déprogrammer la peur, bien ancrée dans la tête de plusieurs Québécois et Québécoises, afin que ceux-ci puissent reprendre une vie normale. Au niveau des bonnes nouvelles, vous avez hâte d'en entendre, puisqu'il faut rester positif malgré tout. Bien, le personnel du réseau de la santé est vacciné. Il en est de même pour nous aider dans le CHSLD, les résidences de personnes âgées. Nous sommes à céduler la première dose des vaccins pour les personnes de 80 ans. Quand ce sera complété, que nous aurons vacciné une bonne portion des gens de 65 ans et plus, ça enlèvera beaucoup de risques de complications graves et de décès résultant du virus. Il faut savoir que 90 % des décès proviennent de la tranche d'âge des personnes de 65 ans et plus. Donc, une fois cette tranche d'âge vaccinée, il y aura plus de liberté pour les plus jeunes, on l'espère.